Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. 46 minutes de temps de jeu effectif, les deux meilleures nations mondiales, une finale avant l'heure. Cette Irlande-France nous promettait du spectacle et on a été servi. Ce match a littéralement essoré les joueurs par son rythme et son intensité et nombre des supporters en sont sortis également éreintés. Malheureusement, cette fois, l'issue n'a pas été favorable pour nos bleus. Cantonnés à jouer dans leur camp, privés de ballon, la bande à Galtier n'a cette fois pas su trouver les clés pour inverser la tendance face à cette Irlande écrasante. Alors, quels sont les tournants du match? Quelles sont les failles des bleus? Qu'est-ce que ça augure pour la suite? On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, un petit message de notre sponsor du jour. Vous êtes assez nombreux en commentaire ou en message privé sur Insta à me demander des fois si j'ai des liens pour voir des matchs de rugby, notamment lors des tournées pour voir les matchs d'autres nations. Et malgré le fait que je sois un youtubeur à succès pété de thunes, non, je n'ai pas les moyens de me payer 15 abonnements différents pour pouvoir regarder tous les matchs sur la planète. En effet, mon secret, c'est NordVPN. Grâce à leurs serveurs présents partout autour du globe, je peux me connecter dans quasiment tous les pays du monde et donc passer outre les restrictions géographiques. Donc c'est le cas pour les chaînes télé, mais également pour les catalogues des plateformes comme Netflix, Disney+, ou Amazon, et donc profiter de contenus inaccessibles en France. Et un autre avantage d'utiliser NordVPN, c'est que si vous prévoyez de partir en voyage, notamment, je ne sais pas, pour aller soutenir les Bleus durant le tournoi, au Royaume-Uni, en Irlande ou en Italie, eh bien sachez qu'en vous connectant dans le pays cible, vous paierez moins cher vos billets d'avion ou vos réservations d'hôtel, car les compagnies ont souvent tendance à renchérir leurs prix pour les touristes. Et avec NordVPN, vous vous connectez dans le pays cible, vous passez pour un local et vous évitez de payer plein pot. Rendez-vous en description et en commentaire épinglé pour bénéficier d'un mois offert sur l'abonnement de 2 ans. Ça vous revient à moins cher qu'un demi au pub. Maintenant, retour à la vidéo. Après la victoire en demi-teinte de la semaine dernière face à l'Italie, les Bleus avaient promis de redresser la barre, notamment du point de vue de la discipline. Et c'est l'un des gros points positifs de ce match, malgré une énorme pression exercée par les Irlandais dans leur camp, les Bleus se sont montrés très disciplinés, ne concédant que 8 pénalités. Il faut également concéder le fait que Barnes n'est pas le plus prompt à siffler dans le jeu au sol, il a laissé passer beaucoup de choses, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard. On va aborder directement les points qui m'ont personnellement gêné et qui, je pense, ont permis aux Irlandais d'asseoir leur emprise sur la partie. Le premier, c'est au niveau de la connexion en défense et on va le voir sur le premier essai irlandais. Les Bleus ont parfois tendance à oublier le ras des regroupements où les premiers défenseurs, qui sont communément appelés les leaders, ne sont pas présents. Donc remettons les choses dans leur contexte. Suite à un jeu au pied non contrôlé par Ramos, le 15 de France concède une touche à 5 mètres de son embut. Les Irlandais pilonnent et franchissent la ligne, mais Baye sauve la partie en se mettant sous le ballon, donnant ainsi un renvoi d'embut à son équipe. Ntamak tape loin devant et Doris est lancé plein axe au centre du terrain. Il est plaqué par Antonio qui prend 30 plombes à se replacer. Attaquer et avancer au centre du terrain, c'est un choix offensif assez intelligent parce que ça sépare la défense adverse en deux. En effet, pour une défense, c'est plus compliqué à gérer lorsqu'elle est prise en milieu de terrain parce qu'elle a deux côtés à gérer en même temps, alors que quand c'est seulement avec un petit côté et un grand côté, c'est beaucoup plus facile d'organiser sa montée. Et là, dans le cas que je vous montre, il y a un petit surnombre à exploiter pour les Irlandais sur le côté gauche. C'est pas énorme, c'est gérable, mais c'est quand même le cas. À ce moment-là, c'est Willem qui est censé être leader et surveiller donc le bord du regroupement. Dans le même temps, les Irlandais qui ont déblayé font en sorte de maintenir Marchand au sol, qui était venu pour plaquer et pour gratter, afin d'éviter que celui-ci se relève pour aller alimenter la ligne. Ensuite, on voit Bilham qui est placé dans l'intervalle entre Willem et Jelon. Bilham, c'est l'appât. On sait que Willem il aime mettre des grosses cartouches, il a faim, on est en début de match, il est frais, donc vraiment, il n'a qu'une envie, c'est de le bouffer. En plus, Conor Murray semble vouloir passer dans le dos de son pilier pour redoubler, tandis qu'on voit Ringrose et Herring se lancer, donc ça indique plutôt qu'on va jouer dans ce côté-là. Pour Willem les choses sont claires, il doit abandonner son rôle de leader pour vite fermer sur Bilham ou glisser sur la gauche si la passe est faite. Sauf que c'est bien dans son intérieur que réside l'occasion d'essai. Keenan attaque la zone arbitre, qui est aussi celle dans laquelle Antonio est en train de se replacer, donc autant dire que Keenan derrière Antonio, il est invisible. Et ce que fait Bilham, c'est qu'il feinte la redoublée pour Murray et qu'il sert donc Keenan qui arrive pleine balle dans l'espace qui vient de s'ouvrir à l'intérieur de Willem. Au même moment, on remarque O'Mahony qui retarde subtilement le repli de Baye qui tentait de venir fermer au ras, donc il vient le bousculer pour qu'il évite de venir prendre la place de leader. La défense s'ouvre, Keenan a 4 voire même 5 soutiens offensifs, malgré le retour de l'arrière-garde française, il marque l'essai. Quand on voit cette action, quand on voit sa réalisation et le fait que les soutiens offensifs anticipent aussi rapidement leur course de soutien à Keenan, c'est sûr que les Irlandais avaient vu quelque chose à la vidéo. Notamment, je pense qu'ils avaient repéré des choses face au Japon en novembre, où notre défense était montrée très friable en bord de ruck, et ils ont dû travailler ça à l'entraînement, je vois pas trop comment c'est possible autrement. D'autant plus qu'une autre situation un peu similaire est exploitée plus tard dans le match, toujours avec Willem qui se déconnecte de la montée défensive. Et ce genre d'erreur défensive, c'est dommage parce que ça vient un peu saper tout le travail qui a été entrepris par l'équipe
dans ce secteur. Le 15 de France finit le match à plus de 90% de plaquage réussi, une prouesse assez remarquable face à une équipe d'Irlande monstrueuse dans sa conservation et dans son enchaînement. Rares sont les équipes qui auraient été capables de tenir ce rythme pendant 80 minutes. On a tous vu passer les stats de plaquage hallucinantes, 26 pour Flamand, 22 pour Jelon et Olivon, 15 pour Fickou et Ntamak. Alors certes, ce sont des stats marquantes qui témoignent de la pugnacité tricolore en défense, mais aussi ça révèle une vérité. C'est qu'on a passé notre temps à défendre et à subir les assauts du 15 du trèfle sans réussir à provoquer des turnovers. Il y en a eu, certes, grâce au courage de Marchand, Olivon, Jelon qui s'y sont mis, mais pas assez pour inverser la tendance. Après, il faut dire que Barnes a laissé passer beaucoup de choses dans le secteur du jeu au sol, ce qui a permis aux Irlandais de garder outrageusement la main sur le ballon. Entre les plongeons dignes de ceux d'un camping municipal, les soutiens qui viennent sur le côté ou s'allongent carrément sur le plaqué pour empêcher toute velléité de grattage adverse, on a été servi. Mais outre l'aspect arbitrage qu'on ne peut pas contrôler, on peut se demander si cette défense, si la stratégie employée en défense est la bonne. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la question de la défense, mais si on peut honnêtement se dire que cette efficacité au plaquage nous a sûrement évité d'en prendre 40 ou même 50, est-ce que cependant cette stratégie défensive nous aurait permis d'inverser la tendance ? Je sais pas trop. J'ai l'impression que notre défense était plus agressive, plus dangereuse, plus à même de provoquer des turnovers en début du mandat Galtier. Alors c'est vrai aussi qu'il nous manque des joueurs comme Danty, Villiers, qui sont très actifs dans les regroupements et qui arrivent à récupérer des ballons, mais je suis pas sûr cependant que cela explique tout. Donc concernant ce qu'il faudrait faire, j'ai pas forcément la réponse, moi je suis pas un entraîneur, je suis pas du tout un pro du rugby, mais je vous laisse donner votre avis en commentaire. À mon avis, on peut faire mieux, mais selon moi, si on veut pouvoir continuer à jouer la dépossession avec une défense qui provoque des turnovers et qui nourrit des ballons de récupération, eh ben il faut qu'on change un petit peu notre manière de défendre. Peut-être en défendant plus haut pour tenter d'arracher les ballons, peut-être en initiant des contre-rucks, je sais pas trop. Mais l'attaque également et la stratégie adoptée pour ce match me laissent un petit peu perplexe. Ça fait quelques temps que je suis un peu gêné par la manière dont l'équipe de France organise son jeu offensif, ou plutôt devrais-je dire, ne l'organise pas. Souvent, après 2 ou 3 temps de jeu, on a tendance à perdre notre structure offensive, notre ligne se retrouve à plat avec des joueurs qui partent arrêtés ou qui jouent carrément à la baballe devant la défense en espérant un exploit individuel de Penaud ou de Dupont. Alors oui, ça marche parfois parce qu'on a les individualités qui vont avec, mais quand on voit la rigueur clinique avec laquelle les Irlandais se placent, se replacent et font circuler le ballon, je ne peux m'empêcher de penser qu'on peut faire mieux. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec un poil plus de rigueur, de patience et de communication. On a les joueurs qu'il faut pour pousser à bout physiquement nos adversaires et ensuite pouvoir accélérer une fois que la défense adverse est désorganisée. Ou alors on prend le pari inverse et on joue carrément la dépossession et on l'assume. Et on évite de se lancer dans un jeu qu'on ne sait pas pratiquer. Là, plusieurs fois, on a voulu jouer de notre camp et au final, on s'est juste exposé et on a perdu le ballon. Également, je vais répéter ce que beaucoup de commentateurs et d'observateurs ont déjà affirmé, mais je pense qu'on aurait dû essayer d'occuper davantage le terrain. Les Irlandais l'ont très bien fait, grâce notamment à l'eau et à la très bonne rentrée de Ross Byrne, que je ne pensais pas à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on avait commencé à faire en retour de mi-temps avec des jeux au pied de pression et d'occupation qui nous ont permis de nous mettre dans l'avancée et de nous éloigner de notre en-but. Et je suis sûr en plus qu'on a les joueurs pour, avec Ramos, Dumortier, Fickou, Olivon, on a pu récupérer les ballons hauts ou au moins mettre la pression à la retombée. C'est d'ailleurs sur ce genre d'action qu'on manque de marquer en seconde mi-temps. Suite à une chandelle, Olivon met Keenan au sol et les Bleus enclenchent le contre-ruck pour récupérer le ballon. La défense irlandaise prend du temps avant de revenir se placer. On joue avec une cellule dont Baye est la pointe, il vient fixer et donner pour Fickou, qui lui voit que son équipe n'est pas forcément en place offensivement, donc il revient en trafic pour trouver du soutien, ce qui a pour effet de resserrer encore plus les Irlandais dans leur secteur. Il n'y a qu'à voir le nombre de défenseurs présents dans la zone. Le ballon est éjecté, Baye est de nouveau servi avant de passer dans le dos, et là il y a un surnombre sur les extérieurs et McCloskey le sait. C'est la raison pour laquelle il veut absolument rusher et fermer sur Ntamak et rompt donc sa connexion défensive avec les autres partenaires qui eux glissent. Heureusement l'ouvre français a le temps de passer pour Penaud, le 3 contre 1 est créé. Ensuite je pense que c'est une action d'essai, si seulement Wayne Barnes avait le courage de siffler contre McCloskey qui vient gratter à genoux. Certes son premier geste est bon, il vient dans l'axe, il met les mains, rien à redire là-dessus. Mais suite au déblayage, il n'est carrément plus sur les appuis et donc il doit lâcher. C'est une des pénalités que j'ai vraiment trouvé scandaleuse dans ce match, surtout au regard des autres grattages qui n'ont pas été accordés côté français. C'est un manque de cohérence qui m'a vraiment gêné. Face à une équipe d'Irlande qui d'une part est très forte sur le premier rideau avec des joueurs qui font mal, qui montent vite et qui en plus traînent dans les regroupements et ralentissent le ballon, et d'autre part face à un troisième rideau qui est assez dense avec Sexton, Lowe, Keenan qui ont un coup de mammouth qui peut permettre de te renvoyer dans ton camp constamment. En fait, bien souvent, la faille, elle se trouve entre les deux, dans le second rideau, qui est une zone qui a tendance à être délaissée. Et ça, on l'a pas trop exploité. On a vu que Jalibert avait tenté son petit coup de pied, c'était trop long, mais je pense que c'était bien senti dans l'esprit.
Avant de passer à la suite, j'aimerais avoir un petit mot sur l'arbitrage qui a fait beaucoup parler. D'abord, Barnes n'est pas fautif sur l'essai accordé à Lowe. Pour lui, il y a essai, pour l'arbitre de touche aussi il y a essai, donc il l'accorde. Et même s'il fait appel à l'arbitrage vidéo, le problème c'est le réalisateur. Dans le tournoi Destination, contrairement à ce qui se fait par exemple en Coupe du Monde, c'est le réalisateur qui fournit les images au TMO, et c'est pas le TMO qui a toutes les images de base. L'arbitre vidéo doit lui demander les plans, et le réalisateur peut très bien en oublier certains, ou dire qu'il n'a pas les axes demandés. Et ça pose un vrai débat sur notre sport, on sait à quel point la vidéo est désormais importante dans le rugby, et là, dans ce genre de situation, le réalisateur devient une sorte de cinquième arbitre qui a aussi son influence sur le jeu. Après je dis ça, mais on a aussi de la chance qu'Antonio n'ait pas reçu de rouge sur son contact avec Rob Herring. Pour moi, je le voyais exclu et ça aurait pas été scandaleux. En plus, Rob Herring sort commotionné, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Mais le truc c'est qu'on s'arrête sur ce plaquage parce que c'est impressionnant, parce que c'est Antonio, donc forcément il domine physiquement son adversaire, mais des contacts dangereux à la tête, il y en a eu beaucoup d'autres, notamment dans le sens inverse, et ils n'ont pas été sifflés. Moefana et Fickou notamment ont pas mal ramassé, et avec le risque de commotion, je pense qu'on ne peut pas laisser passer ce genre d'attitude. Il y a aussi d'autres actions qui m'ont dérangé, comme sur celle-ci avec Dumortier qui pousse à suivre et Keenan qui vient délibérément gêner l'ailier dans sa poursuite. Il continue sa course vers lui, aucune tentative de contre ou rien. Dans une situation aussi critique, ça saoule un peu de voir ce comportement impuni, parce que on est dans une situation d'essai et ça aurait pu aller au bout. La pénalité contre ce même Dumortier pour un contact en l'air alors que c'est totalement légal nous a également fait du mal, parce qu'après on a un petit peu arrêté de tenter ce genre d'action avec des chandelles pour mettre la pression, alors que c'était plutôt un point sur lequel les Irlandais étaient prenables. Je sais que l'arbitre est humain, qu'il peut faire des erreurs et que ça arrive. Mais je trouve tout de même que Barnes, qui est censé être l'arbitre le plus expérimenté du rugby mondial, fait souvent débat dans les matchs à enjeu. Déjà en novembre, lors du match face aux Box, je trouvais qu'il était assez laxiste dans sa manière d'arbitrer les regroupements, ce qui fait que de nombreux joueurs ont été touchés, notamment à la tête avec des commotions, et ça, c'est pas possible actuellement. Dans une rencontre de si haut niveau, on a besoin d'avoir un arbitre qui reste maître de la partie, qui est cohérent dans ses décisions, et qui met le plus possible les joueurs en sécurité. Malgré toutes ces remarques, l'Irlande mérite sa victoire, ses joueurs pénètrent 8 fois dans notre but. D'ailleurs, mention spéciale à Ball qui a passé son après-midi à bloquer le ballon, mais leur attaque était plus clinique, plus organisée, plus chirurgicale. Leur première place au classement mondial n'est clairement pas galvaudée. J'aimerais malgré tout analyser l'essai de Penaud parce qu'on pense qu'il vient de nulle part, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Il survient à un moment où on est sous pression dans notre camp, on n'arrive pas trop à sortir, on joue la baballe, et puis finalement Ramos dégage. À la retombée, Mackensen tente le petit par-dessus, c'est bien joué, mais ce qui est bien joué également, c'est le repli de Fickou qui gêne de manière licite l'ailier irlandais pour laisser Ntamak s'emparer du ballon. Et dans le même temps, on voit que les Irlandais sont très concentrés dans cette partie du terrain. Le Toulousain attaque la zone arbitre, qui est aussi celle où se trouvent les défenseurs, et il donne pour Ramos. Bon, la passe, elle est ignoble, elle met l'arrière sous une pression monstre, mais au final, c'est presque ça qui crée l'occasion. Car en fait, en voyant cette passe, la défense monte très très vite pour mettre la pression sur Ramos et tenter de récupérer le ballon, car il y a très peu de chances que Ramos ait le temps de contrôler, de se saisir du ballon et ensuite de faire la passe. C'est vrai, et c'est pourquoi il décide de faire une claquette. Et là, Penaud se retrouve dans une situation qu'il adore, il a du champ, des joueurs lents en face de lui, et une défense désorganisée, car elle est vite montée et doit maintenant se retourner pour défendre. Pour lui, c'est juste des plots en face, et il a qu'à slalommer. D'autant plus qu'il peut s'appuyer sur des copains comme Gelon, qui met une pilule à Sexton, forçant Keenan à venir le plaquer, donc il n'y a plus de dernier défenseur. Le troisième ligne fixe donc à lui seul 2 voire 3 joueurs avant de servir son ailier qui trace tout le monde. C'est l'un des plus beaux essais que j'ai pu voir en bleu, il me semble. On va passer aux hommes du match et aux gestes d'or, mais avant ça, sachez que j'ai un pack de 2 places à vous faire gagner pour France-Écosse au Stade de France. C'est un jeu concours en partenariat avec Orbis, qui est un escape game et une sports taverne sur l'île et qui vont aussi ouvrir sur Bordeaux et peut-être dans d'autres endroits en France. Ils m'ont gentiment offert 2 places à faire gagner pour la communauté, donc si vous voulez participer, ça se passe sur mon Instagram. Pour moi, les hommes du match côté bleu, ce sont Gelon, Flamand et Dupont, qui ont mis un engagement monstrueux pendant 80 minutes. Ils ont sorti une énorme perf, c'est inhumain. Fickou et Olivon également sont accrédités, et j'ai bien aimé Dumortier sur ses rares ballons, j'ai hâte de le voir davantage à l'œuvre. En face, Doris nous a fait beaucoup de mal, ballon en main, il est très dur à arrêter, et surtout il a une capacité à sortir les bras qui est assez bluffante. Notamment sa passe pour l'essai de Ringrose est juste phénoménale, je sais pas comment il fait ça, il arrive à se tourner alors qu'il a Fickou sur le dos, et il assure sa passe pour son centre, je sais vraiment pas comment il la sort. Pour moi, ça pourrait presque être le geste d'or, mais entre nous, même s'il y a beaucoup de très belles actions sur le match, on sait tous que le geste d'or, c'est l'arrêt de Dupont sur Mackensen, là, à 3 mètres de la ligne. Maintenant que j'ai vu ça, il pourrait arrêter un rhinocéros que ça m'étonnerait presque plus.
Mais Dupont peut aussi être crédité de la boulette d'or suite à cette passe qui surprend Jelon dans l'embut, même si Ramos pour ses loupés sur certains ballons précieux et Ntamak pour cette passe sont aussi de très bons candidats. Et il y a aussi Tao que j'ai remarqué qui a fait basculer O'Mahony complètement cul par-dessus tête sur un ruck. Franchement, si l'arbitre vidéo avait voulu être tatillon, il aurait pu revenir dessus et je pense que ça peut être un carton jaune, voire rouge, vu comment O'Mahony retombe. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris en commentaire. Maintenant, il est temps de conclure. Non, pour moi, cette défaite chez le numéro 1 mondial n'est pas inquiétante. Parce que malgré toutes nos scories, malgré notre déchet, malgré nos errements en attaque, et ben au final, à 9 minutes de la fin, on n'est qu'à 6 points. Alors que l'Irlande domine outrageusement la possession et l'occupation. Certes, il va falloir faire des ajustements pour qu'on retrouve notre capacité à gagner les duels, pour qu'on évite aussi de jouer dans la défense et de se faire la baballe comme ça, mais aussi pour retrouver une défense plus agressive, à même de provoquer ces fameux ballons de récupération qu'on aime tant. Mais dans le fond, ce qui m'inquiète le plus, c'est la santé des joueurs. On a vu déjà qu'Aldrid, Willemse et Antonio sont en dedans physiquement, notamment les deux Rochelais, qui sont particulièrement émoussés parce que l'an dernier, ils ont fait une saison infernale où ils ont gagné le Grand Chelem, ils ont gagné la Coupe d'Europe, là, ils ont joué quasiment tous les matchs avec La Rochelle, donc forcément, ils sont sur les rotules, les mecs. Ntamak semble aussi jouer avec le frein à main, je sais pas ce qu'il a, alors autant en défense, il s'envoie au plaquage, mais en attaque, on sent qu'il est pas forcément serein de ses capacités, qu'il ose pas trop, je sais pas à quoi c'est dû, mais il avait l'habitude d'être beaucoup plus tranchant, de davantage peser sur le jeu, et je pense que ce petit coup de mou a quand même une influence négative sur le jeu de l'équipe de France, on sent que c'est moins péchu, moins punchy qu'avant. Et là, quand on voit les matchs que font Jelon, Flamand, Marchand, Olivon et surtout Dupont, qui sont tous à plus de 70 minutes, ou même qui font le match en entier, il y a matière à s'inquiéter, parce qu'ils vont pas tenir comme ça jusqu'à la Coupe du Monde, c'est pas possible. Là, heureusement, ils ont 2 semaines pour récupérer, mais l'Écosse, au vu de leur début de tournoi, ils vont venir au Stade de France avec des intentions, et j'avoue que je crains un peu pour la santé de certains joueurs, alors qu'on n'est même pas encore à la moitié du tournoi. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire tourner face à l'Écosse? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire et surtout à vous abonner. Merci les bleus pour votre engagement, la série est finie, mais c'est l'occasion d'en commencer une nouvelle. Allez, on lâche rien, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.